Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal tout d'abord, les principaux titres. Le président Fattah el-Sisi reçoit des messages de félicitations des rois et des princes arabes à l'occasion du 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Le ministre irakien ordonne la levée du couvre-feu à Bagdad à partir d'aujourd'hui, où les Irakiens manifestent contre leur gouvernement. Les forces démocratiques syriennes annoncent qu'elles se défendraient contre toute attaque injustifiée de la part de la Turquie. À l'occasion de la commémoration de la victoire du 6 octobre, le roi saoudien Salman Ben Abdelaziz a adressé un message de félicitations au président Fattah el-Sisi, dans lequel il lui a souhaité santé et bonheur, ainsi que progrès et prospérité à l'Égypte, gouvernement et peuple. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz El Saoud, est également vice-premier ministre et ministre de la Défense du Royaume, a envoyé un message similaire au président Fattah el-Sisi pour cette occasion. Le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, a également envoyé un message de vœux au président el-Sisi pour le même anniversaire. Et dans son message de félicitations au président el-Sisi pour cette occasion, l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Sabah, a déclaré que le mélange de sang koweïtien et égyptien pendant la guerre d'octobre incarne les liens étroits entre les deux pays. Le prince héritier adjoint, Cheikh Nawaf El-Ahmed El-Jaber Al-Sabah, a également envoyé un message de félicitations au président el-Sisi, exprimant ses sincères félicitations à l'occasion de la glorieuse victoire d'octobre. Le président Fattah el-Sisi a reçu des messages de félicitations de hauts responsables de l'État à l'occasion du 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Taïb, a adressé ses félicitations au président el-Sisi à l'occasion de la grande victoire d'octobre, affirmant que la guerre d'octobre restera un témoignage de grandeur, de force et de la dureté de l'État face aux tyrans et aux colonisateurs. Dr Taïb a souligné la nécessité de la cohésion et du soutien de nos forces armées dans sa guerre contre le terrorisme. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, a également adressé ses félicitations au président el-Sisi et au peuple égyptien en déclarant que la guerre du 6 octobre s'avère la plus grande victoire de la nation arabe, qui incarne l'authenticité et la solidité des Égyptiens, tout en réitérant la disponibilité des forces armées à préserver l'intégrité du territoire égyptien. Dans le même contexte, le mufti de la République, Shawqi Alem, a également adressé ses félicitations au président el-Sisi, assurant que l'armée est le bouclier de la patrie qui continue de se sacrifier pour protéger les droits des Égyptiens. Et à l'occasion de la célébration de la journée des forces armées le 6 octobre, le président Fattah el-Sisi a promulgué un décret sur l'amnistie de la peine restante pour certains condamnés. Et au comité des autorités de sécurité concernées, dirigé par le ministre adjoint de l'Intérieur du secteur pénitentiaire, est formé pour déterminer qui mérite l'amnistie conformément aux dispositions de cette décision. Parallèlement à la célébration de l'anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre, l'autorité nationale des médias annonçait la projection dimanche 6 octobre du film El Mamar sur l'écran de la première chaîne. Il sera également diffusé sur la première chaîne satellitaire vendredi prochain. Cela s'inscrit dans le cadre du protocole de coopération entre l'autorité nationale des médias et la compagnie unie des services médiatiques. De la deuxième chaîne, nous poursuivons la présentation de ce journal. Sur le plan arabe et régional, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, a exprimé son inquiétude vis-à-vis du développement de la situation en Irak. Aboulreit a souligné qu'il suit avec inquiétude l'évolution de la situation, tout en réitérant qu'il aspire à ce que le gouvernement irakien fasse tout ce qu'il pourrait pour qu'il puisse apaiser la situation et entamer immédiatement un dialogue sérieux et réel conduisant à l'élimination des causes des manifestations.
Le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi a ordonné la levée du couvre-feu à Bagdad à compter d'aujourd'hui, où des Irakiens ont manifesté pour la 4e journée consécutive contre son gouvernement. Le commandement des forces de sécurité a publié un communiqué en ce sens alors que des tirs étaient encore entendus dans la nuit à Bagdad. Le couvre-feu à Bagdad avait été imposé jeudi à l'aube. Cette mesure reste en vigueur dans d'autres régions situées dans le sud du pays. Dans un communiqué, la Commission gouvernementale des droits de l'homme a fait état de 73 morts et plus de 3000 blessés depuis mardi. Quelques 500 personnes ont été arrêtées, mais une grande partie ont été libérées. L'armée nationale libyenne ANL, autoproclamée dirigée par le général Khalifa Haftar, a annoncé l'encerclement et l'arrestation des éléments des forces du gouvernement d'union nationale dans les banlieues de la capitale Tripoli. L'aviation militaire libyenne a entre-temps mené un raid aérien sur la région de la rue d'El Khaltat sous le contrôle des forces du gouvernement d'union nationale au sud de Tripoli. Des affrontements séparés entre l'armée et les forces de la GNA ont éclaté aux alentours de l'aéroport de Tripoli et l'axe du camp d'El Yarmouk au sud de la capitale libyenne Tripoli. Les forces démocratiques syriennes, SDF, soutenues par les États-Unis, ont annoncé qu'elles se défendraient contre toute attaque injustifiée de la Turquie. Ceci est intervenu à l'issue de la déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan de mener une opération militaire aérienne et terrestre à l'est de l'Euphrate en Syrie, dans la région où Ankara et Washington n'ont pas encore établi une zone de sécurité. Erdogan a ajouté que cette opération débutera aujourd'hui ou demain. D'autre part, le Centre russe pour les réfugiés syriens a déclaré que plus de 1000 réfugiés sont rentrés au territoire syrien au cours des dernières 24 heures, soulignant que les sous-unités du corps de génie syrien avaient nettoyé les territoires de mines des villes de Jassim et d'El Hara, à Dera et à Douma, à Damas, ainsi que la découverte et la destruction de 37 engins explosifs. Passons au territoire palestinien, où un Palestinien a été tué par des tirs israéliens lors de heurts près de la barrière séparant Israël de la bande de Gaza. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé. 54 autres Palestiniens ont été blessés par balle lors de ces heurts, dont 22 par balles réelles, selon le ministère. Notons que les zones situées en face des camps des réfugiés sur la frontière de la bande de Gaza ont été témoins de déploiement de dizaines de soldats israéliens. Le président tunisien par intérim, Mohamed Nasser, a mis en garde contre les conséquences, je cite, de l'inégalité des chances entre les deux candidats, avertissant que ceci mettrait en péril tout le processus électoral dans le pays. Fin de citation. Nasser a dit de même évoquer les institutions de l'État pour trouver une solution pour la crise de l'incarnation du candidat présidentiel sans avoir le droit de suivre sa campagne de façon équitable et d'évoquer les moyens de créer, je cite, un climat propice pour protéger le processus électoral. Le président par intérim a de même demandé aux citoyens de participer aux élections législatives qui auront lieu demain, ainsi qu'au second tour de la présidentielle tunisienne prévue pour le dimanche 13 octobre. Un étudiant iranien détenu en Australie depuis 13 mois est accusé de contourner les sanctions américaines imposées à l'Iran. A été libéré et est de retour à Téhéran. C'est ce qu'a indiqué la télévision d'État. Cette annonce a été faite quelques heures après celle de Canberra, faisant état de la libération et du retour en Australie d'un couple d'Australiens qui était détenu en Iran et accusé d'espionnage. Les autorités australiennes ont souligné que la libération du couple australien avait été obtenue après des négociations très délicates avec Téhéran. Une troisième citoyenne australienne arrêtée récemment par les autorités iraniennes est toujours détenue. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a déclaré que les opérations de forage illégales menées par la Turquie sont inacceptables. La République de Chypre a accusé la Turquie de passer outre les appels de l'Union européenne en envoyant un nouveau navire de forage dans les eaux territoriales de l'île, dénonçant
une grave escalade selon un communiqué gouvernemental. Selon le gouvernement chypriote, la zone où doit opérer le navire turc est clairement définie en vertu du droit international comme faisant partie des eaux territoriales de Chypre. Toujours en Grèce, le Premier ministre grec a appelé la Turquie à assurer, je cite, à assumer ses responsabilités sur fond de reprise du flux migratoire et demandé la révision de la déclaration controversée Union européenne-Turquie afin qu'Athènes puisse accélérer le renvoi des déboutés du droit d'asile sur les côtés ou les côtes turques. Le chef du gouvernement grec a souligné qu'il ne fallait pas que la Turquie donne l'impression qu'elle profite de la situation pour des raisons géopolitiques. Je rappelle que la Turquie accueille presque 3,6 millions de réfugiés, dont une grande majorité de Syriens, et le président Erdogan a menacé début septembre d'en laisser affluer une nouvelle vague vers l'Union européenne s'il n'obtenait pas davantage d'aide internationale. Un déficit commercial des États-Unis a augmenté plus que prévu au mois d'août, mais les importations en provenance de la Chine ont encore diminué sous l'effet de la guerre des tarifs douaniers. C'est ce qu'a annoncé le département du commerce. Les échanges de biens avec la Chine, contre laquelle Donald Trump mène une guerre commerciale depuis 1 an et demi, se sont fortement réduits et en mois d'août, le déficit des biens a baissé de 2,46%. Dans un bras de fer commercial inédit, Washington et Pékin se sont infligés des tarifs douaniers réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises, ce qui a pour effet de diminuer les échanges entre les deux premières puissances économiques mondiales.